Salut tous, vous connaissez déjà probablement Elon Musk, PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink, etc., etc. Et dernièrement, je regardais une de ses interviews où il parlait de sa nouvelle fusée, le Starship. Et par exemple, ils en sont à la 3e voire 4e itération de leur nouvelle fusée en presque juste 6 mois ou quelque chose comme ça, quoi. Ce qui est très très différent de l'aérospatiale en général d'habitude. Et donc une des questions c'était comment est-ce que ça se fait, comment est-ce que vous faites, c'est quoi les processus, etc. Qui font que vous arriviez à aller aussi vite dans un domaine où traditionnellement ça va quand même assez lentement. Et c'est là où il a sorti une phrase qui m'a moi un petit peu marqué. The best part is no part. The best process is no process. It weighs nothing, costs nothing. The thing I'm most impressed with is what did you undesign? Undesigning is the best thing. Just delete it. Pour les non-anglophones, la meilleure pièce, c'est une pièce qui n'existe pas, et le meilleur processus, c'est un processus qui n'existe pas. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, quand on a un projet très complexe, comme par exemple une fusée, je sais pas ce qui peut être plus complexe que ça aujourd'hui, on a beaucoup de parties différentes, et donc le plus on peut en réduire, le moins on peut avoir de choses et de pièces différentes dans la fusée, et le moins on va avoir de problèmes, parce que si une pièce elle est pas là, elle peut pas se casser, elle peut pas causer de problème. Ça c'est un problème qui arrive souvent avec les ingénieurs, c'est que quand on va leur donner des contraintes pour pouvoir faire quelque chose, par exemple il doit construire une pièce qui doit répondre à telle contrainte, l'ingénieur intuitivement il va essayer de faire la meilleure pièce possible qui répond à toutes ces contraintes. Sauf que ces contraintes là, c'est sûr qu'elles sont au moins un petit peu fausses, et c'est sûr qu'elles sont pas parfaites, entre guillemets. Et par définition, si elles sont pas parfaites, ça veut dire qu'elles peuvent être changées, et donc l'ingénieur, au lieu d'essayer de faire la meilleure pièce pour ces contraintes-là, il devrait essayer de comprendre de manière plus globale le projet, et remettre en question ces contraintes-là. Ça se trouve, on peut faire une pièce beaucoup plus simple, qui répond mieux aux besoins globaux. Ça se trouve, on peut faire quelques changements ailleurs qui vont faire en sorte qu'on n'en aura plus besoin du tout de cette pièce-là, en fait. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de fusée? C'est quoi le rapport avec le DevOps? Et en fait, ça m'a rappelé quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, où il y a un développeur qui est venu me voir, et il était en train d'essayer de recréer une infrastructure où il avait des problèmes, etc. Et instinctivement, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de trouver la cause de pourquoi il n'arrivait pas à redéployer son infrastructure. Et c'est que plus tard, en creusant un petit peu, que je me suis rendu compte qu'en fait il avait même pas besoin de redéployer toute cette infrastructure, il avait juste à cliquer sur un bouton quelque part et ça réglait son problème complètement. Et son problème de base, c'était qu'il recevait des notifications d'Amazon qui lui disaient qu'une instance allait être détruite, et en fait pour régler ça, il n'y a pas du tout besoin de redéployer toute l'infrastructure, il y a juste besoin de redémarrer l'instance et ça règle instantanément le problème en juste 2 minutes. Donc essayer de comprendre le problème global, de remonter à la source du problème, c'est quand même une assez bonne pratique en informatique en général, mais je dirais que ça l'est particulièrement dans le DevOps, parce qu'on va souvent être amené à essayer d'aider les gens et de comprendre ce qu'ils essayent de faire. Un deuxième exemple de ça, c'était la semaine dernière, pendant le live stream, où j'étais en train de faire des petites soudures dans mon clavier. Il y a quelqu'un dans le chat qui me demandait quelle est la meilleure solution de monitoring, et puis on parlait de différentes solutions de monitoring comme Elasticsearch, Greylog, etc., etc. J'essaye de décrire les différences entre les différents systèmes, sauf qu'il se trouve que la personne qui posait la question avait un seul serveur en production, et donc est-ce que ça fait du sens de devoir mettre en place une deuxième infrastructure, ou du moins un deuxième serveur, pour pouvoir monitorer le premier? Ça paraît un petit peu abusé de devoir doubler la taille de son infrastructure juste pour pouvoir monitorer un serveur. Et une fois que j'ai appris ça, ma réponse était assez différente, et j'essaie de le diriger vers des solutions un petit peu préfaites, comme par exemple Neuralink ou des choses comme ça. Je suis pas encore sponsorisé par Neuralink malheureusement. Ce qui mène un peu au deuxième parallèle avec le DevOps, c'est le fait d'essayer un maximum d'utiliser des services qui vont être gérés. Et en particulier dans le cloud, il y a beaucoup de services, par exemple pour gérer les bases de données, pour gérer le monitoring, pour gérer les logs, les alertes, etc. Et en particulier quand on est dans une petite entreprise, mais même dans les grosses entreprises, le fait d'utiliser des services gérés, ça vous libère énormément de temps pour pouvoir faire des choses qui sont vraiment importantes pour l'équipe que vous essayez d'aider. Et ça fait le parallèle avec la partie the best part is no part. Si t'as pas de système de monitoring, tu risques pas d'avoir de problème avec ton système de monitoring. T'as pas besoin de l'installer, de savoir comment il fonctionne en détail, de le maintenir, etc. Tu peux juste utiliser un service qui va le faire pour toi, et puis ça ira très bien. L'argument qu'on a en retour, en général, c'est oui, mais si j'utilise ce service-là, et que un jour il se met à plus fonctionner, et je suis un petit peu niqué. Oui, mais si tu fais toi-même ton propre service de monitoring, et que ça te demande de doubler la taille de ton infrastructure et de gérer le double de serveurs, etc., très probablement que ton uptime sera pas aussi bon que celui d'une entreprise dont le métier est de faire juste ça, quoi. Et donc, plus qu'on parle de DevOps,
le DevOps en 2019, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que maintenant c'est devenu un métier? Est-ce que non, c'est encore un petit peu tabou? Je vous laisse découvrir ça dans cette vidéo et puis on se retrouve là-bas.